L'an 2042. Le monde a changé. Aux quatre coins de la planète, les plus célèbres monuments ont subi une étrange mutation. Cette mutation est intervenue lorsque les geeks, tribu jadis minuscule et sans défense, ont conquis l'univers. Leurs loisirs et leurs traditions, autrefois méprisés, ont fini par absorber toute culture, comme un trou noir absorbe la matière. Leur histoire est devenue une légende, la légende est devenue un mythe universel, celui de losers qui luttèrent contre l'adversité et finirent par prendre leur revanche. Comment les geeks ont-ils triomphé? Pour le savoir, il faut remonter le temps. Raconter cette histoire depuis ses origines, à l'époque où le mot geek a commencé à se répandre. En ces temps reculés dans les années 60, le terme geek définissait un type hyper intelligent, un super cerveau scientifique. S'il travaillait pour la NASA, ce n'était pas dans la bande des mecs cool qui s'entraînaient pour aller dans l'espace, mais plutôt dans celle des techniciens, rivés devant leur ordinateur, des ingénieurs obsédés par les détails, parce que la moindre erreur de calcul risquait de très mal se terminer. Des types que les caricatures montraient avec des pantalons trop courts, des grosses lunettes et un accessoire typique appelé Pocket Protector. Une pochette plastique qu'ils glissaient dans leur poche de chemise pour y mettre des tas de stylos sans se tacher. Esthétiquement discutable, mais merveilleusement pratique. Bien sûr, avant d'avoir un jour l'honneur de porter un Pocket Protector estampillé NASA, il fallait d'abord bien travailler à l'école. I've always had a great interest for mathematics, and I've done well in it in school. I intend to be an engineer. I want to be an engineer. I want to be an engineer because I think it's a challenge to be given a problem and to try to find an answer to a problem in order to help people. Intello, Fayot, Binoclard, à partir des années 60-70, geek et son presque synonyme nerd sont devenus des insultes de cours de récré, contre tous ceux qui avaient des bonnes notes et qui allaient bientôt en payer le prix. C'était pas cool d'être un intello. J'avais des bonnes notes et j'avais toujours un peu honte de dire j'ai eu un A dans telle matière. Parce que je savais que j'avais sûrement fait mieux que presque tous les autres élèves. On pourrait croire que j'en étais fier, mais en fait je l'étais pas. Quand j'étais petit, on me traitait de geek, de nerd et aussi de loser de temps en temps. Et les autres élèves me harcelaient, des trucs de gamins. Ils me poussaient dans les casiers de l'école. Ils ne m'enfermaient pas dedans, mais ils me balançaient contre les casiers. Quand j'avais 11 ans, je correspondais parfaitement au stéréotype du nerd. J'en avais tous les traits distinctifs. J'avais des grosses lunettes horribles, des bagues comme le personnage de Ben Stiller dans Marie à tout prix. J'étais très maladroit avec les filles. Les filles me foutaient la trouille, c'était incroyable. Je n'ai pas eu de petite amie avant ma dernière année de lycée. J'avais 17 ans. C'était la première fois que j'embrassais une fille. C'était vraiment embarrassant. Les jolies filles, dit l'histoire, préféraient sortir avec les joueurs de l'équipe de football. Dans le jargon des écoles américaines, les sportifs portaient un nom, les jocks. Sur les campus, les jocks étaient les prédateurs naturels des geeks. Nuls en sport, ou alors adeptes de sports un peu particuliers. L'Ultimate Frisbee était considéré comme un sport de geek sur notre campus. Parfois, les jocks venaient nous voir jouer et ils disaient « Alors les geeks, vous jouez au frisbee ?» Et nous on répondait « Ouais, enfin je crois ».
À la balle aux prisonniers, une fois, je devais avoir 9 ou 10 ans, toute la classe m'a encerclé et s'est mise à scander « Ben dehors, Ben dehors ». Ensuite, ils ont donné la balle au meneur, au mec le plus costaud, pour qu'il me la lance dessus. Ils ont choisi leur meneur pour jouer le rôle de bourreau. All right, fellas. I just want to let you know that in honor of the big homecoming game tomorrow, I'm going to give you guys the day off. Can we go home? Schreiber, don't be an idiot, all right? I mean, we're going to do something fun. I'm going to let you guys play dodgeball. Oh my God! All right, come on, guys, let's go. Ladies, put down the mascara, get in there and play. Come on. Very nice. I can't take it, man. I gotta get out of here. Hey, look, man, it's making a rock board. Hey, only my mom's allowed to call me that. J'ai le souvenir très précis du moment où j'entrais dans la cafétéria du lycée pour déjeuner. Toutes les tables étaient déjà occupées par différents groupes et il y avait des tables où il n'était pas question que je m'asseye. Mais il restait toujours une table inoccupée dans un coin et c'est là qu'on allait parce qu'on avait notre place nulle part ailleurs. On était le groupe des inadaptés, on restait entre nous. On appartenait à une sous-culture. On formait un petit groupe et on était amis. On avait nos activités à nous, à l'heure du déjeuner ou le week-end. Donc c'était pas une expérience si horrible que ça. On se sentait à part, mais on savait qu'on n'était pas tout seul, qu'on pouvait se réunir et faire les trucs qui nous plaisaient ensemble. Your dungeon master has placed you in a dreadfully precarious position. You're playing the most phenomenal game ever created. Your skin grows cold from your first glimpse at the enormous beast. It's a product of your imagination. Survival depends on a quick, decisive move. Your choices are limited. Stand and fight, or run. Use your lightning bolt. Victory is yours. Win the treasure. TSR Hobbies, Dungeons and Dragons games. Products of your imagination. My uncle Doug. Mon oncle Doug, qui était lui-même une sorte de geek des origines, m'avait envoyé la boîte du jeu de rôle Donjons et Dragons. Je crois que c'était pour mon anniversaire. Il y avait ces dés multifaces incroyables, plein d'histoires et des scénarios merveilleux qu'on pouvait concevoir avec ses amis. Ce jeu a beaucoup développé mon imagination. Et il m'a fait découvrir tout cet univers du fantastique. Donjons et Dragons était le jeu geek par excellence. Il y a tellement de trucs sur lesquels on pouvait geeker. Les livres de jeu étaient bourrés de statistiques. Il y avait des centaines et des centaines de règles susceptibles de s'appliquer à toutes les situations particulières. Et pour ceux qui aimaient s'attarder sur les moindres détails, Donjons et Dragons avait vraiment réponse à tout. Les règles et l'imaginaire. L'alchimie de Donjons et Dragons était parfaite. Plutôt que de s'en prendre plein la gueule sur le terrain de football, les geeks préféraient se retrouver dans leur sous-sol pour vivre des aventures menées par un maître du jeu. Ma première aventure, ça donnait ça. Le maître du jeu me dit « Tu es au milieu de la forêt. Il y a un sentier en face de toi. Tu prends le sentier et au loin tu vois une créature étrange. Elle fait 2 mètres de haut, elle a les oreilles pointues, une gueule pleine de dents pourries, elle porte une cotte de maille, un casque et elle a une sorte d'épée dans la main. Et elle marmonne « Ami ou ennemi ?» Et alors le maître du jeu me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et moi je dis « Je sais pas. Je l'attaque avec mon épée. Je savais même pas si j'avais une épée, mais voilà, le jeu avait commencé.
voila, the game begins. D&D, and it's become popular with children anywhere from grammar school on up. Not so with a lot of adults who think it's been connected to a number of suicides and murders. The idea of the game, which is played by highly imaginative and intelligent kids, is to assume the role of one of the characters. One game can go on for weeks or even months. The problem seems to be that some kids take it more seriously than others, take it a step further, playing a character who brings them the power in a game they couldn't possibly get in real life. La culture geek naissante avait bien du mal à se faire une place au paradis des loisirs américains. Après un obscur fait divers daté de la fin des années 70, le jeu de rôle avait été décrit comme une pratique déviante et sataniste. Donjons et Dragons était très controversé, et ce jeu était associé à un type de personnes qui y jouaient parce qu'elles étaient censées être incapables de faire autre chose, d'avoir des activités dites normales. Les fans de comic books ont subi le même genre de préjugés. Le gouvernement américain s'est mis à surveiller de près ces bandes dessinées, en affirmant qu'elles n'étaient pas convenables pour les jeunes garçons. On entendait des trucs comme « les gens normaux ne s'intéressent pas à ce genre de choses ». Ça ne plaît qu'aux marginaux. Et au même moment, à l'école, les enfants s'entendaient dire « t'es pas normal, t'as rien à voir avec nous ». Quelques années avant l'affaire Donjons et Dragons, les comics, bandes dessinées de super-héros, avaient été accusés de faire grimper la délinquance juvénile. Un psychologue soupçonnait Batman d'avoir des tendances homosexuelles et Wonder Woman d'être sadomaso, ce qui n'empêchait pas les geeks de prendre leurs pieds avec des comics. Je lisais des comics bien avant que ça devienne à la mode. Mes parents et moi, on voyageait beaucoup et je passais la moitié de mon temps sur le siège arrière de la voiture, donc je lisais tout ce qui me tombait sous la main, notamment tous les comics possibles. Donc oui, j'étais vraiment à part à cette époque. Parmi les super-héros, les geeks s'identifiaient le plus souvent à un personnage particulièrement mal dans sa peau. Spider-Man, alias Peter Parker dans le civil. Mon personnage de BD préféré, c'est Spider-Man, parce qu'en tant que geek, on se sent proche de lui. Il est rejeté, il veut s'intégrer et se demande quel effet ça fait de faire partie des gens cool. Et puis il obtient des super pouvoirs et il intègre effectivement le clan des mecs cool, mais sans vraiment en être un non plus. Amazing fantasy. Secrètement, il détient des pouvoirs incroyables dont il ne peut parler à personne. Beaucoup de nerds ressentent la même chose en grandissant. Ils se disent « Je suis hyper doué dans tel truc, mais je ne peux le dire à personne parce qu'on va se moquer de moi, parce qu'on me croit incapable de réaliser quoi que ce soit. » Spider-Man représente le fantasme de tout geek. Être sûr qu'on est quelqu'un de génial, même si personne d'autre le sait. Quand Peter Parker se transforme en Spider-Man, il devient super musclé, héroïque. Les gens l'adorent. C'est quelqu'un de super cool. Moi, j'adorerais être Spider-Man. Mais plus encore que les BD de Spider-Man, les geeks dévoraient un livre qui allait devenir leur Bible, Le Seigneur des Anneaux, de J.R.R. Tolkien. Dans les années 70, il circulait encore un peu sous le manteau, mais il commençait à être traduit dans le monde entier, et son univers happait tous ceux qui le lisaient. C'était un petit peu une façon de, je sais pas, de me sortir un peu de ce que j'avais autour de moi, parce que j'étais avec, on va dire, des gens normaux, donc pas forcément super intéressants tous. En 5e ou en 4e, y en a beaucoup qui jouent au foot dans la course, ça n'a jamais été trop mon truc, et c'était plus intéressant de lire ça. J'ai dû lire Le Seigneur des Anneaux 3 ou 4 fois quand j'étais au lycée. C'est un monde qui me fascinait tellement que je cherchais le moyen de le relier à mon travail scolaire. Je faisais des petits films à l'époque et j'ai même réussi à persuader mon prof d'histoire de me laisser faire des films plutôt que d'écrire des dissertations.
Et un de ces films parlait de l'épopée d'un chevalier, de comment on devient chevalier. C'était un petit film d'animation. Et je crois que j'ai eu un A. Oui, on peut dire que cet univers me rendait vraiment dingue à l'époque. D'une certaine façon, on pourrait dire que Tolkien était le geek originel. Il écrivait des choses qui étaient très méprisées. D'ailleurs, ses collègues d'Oxford se moquaient de lui. Il marchait dans les couloirs de l'université et les autres professeurs lui disaient « Comment va-t-on Hobbit aujourd'hui ?» Des choses comme ça. Ils se foutaient de lui. Mais lui, il n'y prêtait pas vraiment attention. Il disait « Je me fiche de ce que les gens pensent de moi. Je continuerai à écrire ce livre quoi qu'il arrive. » Tolkien était tout aussi moqué que ses geeks de lecteurs, et en 1977, l'un de ses personnages clés, Bilbo le Hobbit, avait eu droit à une première adaptation. Un dessin animé, un peu kitsch, produit pour la télévision, qui reçut un accueil mitigé. À propos de Bilbo, voici une équation typiquement geek. Connaissez-vous le lien secret qui unit le petit Hobbit et Monsieur Spock de Star Trek, série dont les geeks étaient dingues? In the middle of the earth, in the land of Shire, lives a brave little hobbit whom we all admire. With his long wooden pipe, fuzzy woolly toes, he lives in a hobbit hole and everybody knows him. Bilbo, Bilbo Baggins, he's only 3 feet tall. Non, vous ne rêvez pas. Spock est bien le chaînon manquant entre Tolkien et la science-fiction. Peut-être pas si surprenant. Mi-homme, mi-extraterrestre, Spock était un peu comme ces autres personnages que les geeks adoraient. Des anormaux cherchant à s'intégrer, métaphore à peine voilée de la situation de beaucoup de geeks. Beaucoup des sujets et des histoires appréciés par les geeks ont un rapport avec le fait de se sentir différent et de parvenir à dépasser ces différences. Je pense que cette passion pour ce genre d'histoire vient du fait que les geeks eux-mêmes se sentent ostracisés. C'est un lien assez intéressant. Les deux choses vont ensemble en quelque sorte. Les geeks s'intéressent à des choses qui font qu'ils sont rejetés dans la minorité, mais d'un autre côté, les trucs qui les passionnent les aident parfois à surmonter ce sentiment d'appartenir à une minorité, ou même à sortir de la minorité. Le premier pas vers la sortie de la minorité, les geeks allaient le faire grâce à un film de science-fiction. Que dis-je, une épopée galactique. Cette épopée s'appelait Star Wars. Avoir découvert la guerre des étoiles lors de sa sortie au cinéma en mai 1977, c'est le genre de choses qu'on raconterait bientôt à ses petits-enfants. Le souvenir le plus fort que j'ai, c'est au tout début, quand la caméra panote sur la planète. Tout à coup, le vaisseau de la princesse jaillit sur l'écran. Et le Star Destroyer arrive juste après. Tous les spectateurs dans la salle ont littéralement sauté sur leur siège. Et quelques-uns ont même applaudi. C'était un début vraiment incroyable. C'était certainement la première fois que les gens voyaient une aventure spatiale aussi géniale. J'étais gamin et dès le début du film, quand on voit cet immense vaisseau impérial qui avance, le Star Destroyer, je me suis dit, ce vaisseau qui avance et qui avance encore, quand est-ce qu'il va s'arrêter? C'était le truc le plus dingue que j'ai jamais vu. Au bout de 2 minutes, j'étais déjà en train de me dire, c'est le truc le plus cool de la Terre. Je savais qu'un jour je deviendrais Luke Skywalker et que j'épouserais la princesse Leia. C'était une évidence, point. Genre, maman, j'ai pas besoin d'aller à l'école, je sais ce que je veux faire dans la vie. Here come the stars of the biggest box office success in motion picture history. R2-D2, hurry up. Everyone's waiting for you. The world resounds with the fact that Star Wars itself has become a full-fledged social phenomenon.
It has become more than just a movie. Quelques décennies plus tard, au XXIe siècle, Star Wars était devenu la clé de voûte de la culture geek. Si presque tout le monde connaissait Star Wars, seuls les geeks s'identifiaient à ces personnages au point de leur ressembler parfois de façon troublante. Mais n'allons pas trop vite, le temps du triomphe n'est pas encore venu. The NCOM 511 computer, center of the most calculating intelligence on Earth. Within it, there exists an unknown civilization where man has never been. A startling new world where time and distance defy the laws of logic. Kevin Flynn, computer genius, searching for answers inside the system. Hey, it's the big master control program everybody's been talking about. Stop! I'm warning you. I'm gonna have to put you on the game grid. Propelled into the digital world of the computer itself. Trapped inside an electronic arena where love and escape do not compute. Tron, enter its world this summer. L'informatique, j'ai eu la chance de tomber dedans quand j'étais tout petit, en fait. Bon, faut voir que j'aimais bien les maths, et puis c'était une façon un petit peu intéressante de s'amuser. C'est vraiment la suite des Lego pour moi. Voilà l'outil qui allait bientôt propulser les geeks dans une autre dimension. Pas ces gros engins qui occupaient une pièce entière et se vendaient $1 million pièce au début des années 50. Mais plutôt ces petits appareils personnels. Les geeks étaient alors les premiers à les inventer, à jouer avec et à en comprendre les secrets. Ma machine à moi, ça s'appelait un Atom. Ça avait la capacité phénoménale de 12 kilooctets de mémoire centrale, attention, avec un processeur à, je crois que ça doit être un 6502 MHz. Le copain qui m'a appris à jouer à Donjons et Dragons, sa famille lui avait offert un ordinateur, le TRS-80. C'était un micro-ordinateur de chez Radio Shack. Et on programmait nos propres versions des jeux vidéo. J'avais mon propre Pac-Man, mon propre Space Invaders, ma propre course de voiture. Bon, plus ou moins bien réalisé, hein. Typiquement, je me suis assez vite rendu compte que Pac-Man, c'était pas du tout facile de faire un Pac-Man correct, parce que dès qu'on commence à mettre des fantômes un petit peu intelligents, le joueur a plus aucune chance, en fait. Pac-Man et ses ennemis les fantômes, comme bien des jeux vidéo, étaient encore confinés dans des espaces reclus. Les salles d'arcade, dans lesquelles on entrait un peu comme dans un sex shop, avec un léger sentiment de transgression. Mais c'est dans d'autres salles obscures que les nerds allaient bientôt se taper le haut de l'affiche. Nerds? Nerds. Nerds! What is a nerd? They've been laughed at. Picked on. There's a roommate, pal! And put down. I'm not kissing a nerd. They don't have the moves. Or the muscle. You know karate? No. Good. But they've got the brains. I know what we're gonna do. It's time for the odds to get even. Their action tonight demands an immediate retaliation. How many cameras do we have left? This should do it. Oh, here she comes. Go up, go up. Oh, no. Oh! That nerd saw me naked. Nerds! Are all nerds as good as you? Revenge of the Nerds. Their time has come.
En ce temps-là, Hollywood était la grande machine à rendre visibles les minorités. Plus qu'aucun autre, Revenge of the Nerds, film visionnaire, marquait la première grande apparition de la tribu sur les écrans. Mais le chemin vers la reconnaissance totale allait encore être long. Dans beaucoup de séries télé des années 80, les geeks étaient des personnages de second plan, voire de navrantes caricatures. Le prix du plus gros loser revenait sans conteste à Screech dans la série Sauvé par le Gong. Alors que ses deux potes, Zach et Slater, étaient vraiment cool, Screech faisait rire à ses dépens. Je me souviens que j'avais des sentiments partagés sur Screech. Je ne savais pas trop quoi penser de lui quand j'étais plus jeune. Je regardais la série et je savais parfaitement que je ne ressemblais pas à Zach Morris. Je n'étais pas ce type super cool avec son magnifique téléphone portable géant. Je n'étais pas non plus Slater, le personnage de Jock, le sportif décérébré. Donc le seul qui me restait, c'était ce mec que les gens n'aimaient pas beaucoup, qui n'était pas très à l'aise socialement, pas très populaire, et qui avait un surnom vraiment stupide. Et j'étais censé m'identifier à ce type. Au Japon, Screech avait des cousins, les otaku, sorte de version hard du geek occidental. Mais si les geeks fantasmaient sur le Japon, c'était surtout parce que ce pays était comme une extension des mondes imaginaires dans lesquels ils aimaient s'immerger. Un univers peuplé de figurines, de dessins animés, de films d'arts martiaux et de monstres à la Godzilla. Grâce à Godzilla, justement, les geeks parvenaient même à rencontrer des filles. Le déclencheur, ça a été de la voir un jour arriver, un peu défractée, mais avec un t-shirt rouge Godzilla, qui n'était pas à son frère, qui était à elle. Et donc là, c'est le meltdown total dans la tête. Je me dis, attends, il y a une fille qui est sublime, qui porte un t-shirt Godzilla, donc elle sait ce que c'est, et en plus, elle l'a acheté où? Aux USA ou au Japon, forcément. Donc il y a toute une démarche derrière qui fait que c'est incroyable, hein, surtout pour une fille à l'époque, sans sexisme majoritaire. C'est vrai qu'il y en avait moins à l'époque que maintenant, des filles, j'entends, fans de geek ou geek. C'était le début de vraiment l'émergence du cinéma asiatique, de fantastique et d'action. Et il y avait un film dont tout le monde parlait depuis des années, que personne n'avait jamais vu parce qu'il était introuvable. Quelques festivaliers heureux l'avaient vu il y a quelques années. C'était un film de Treyarch qui s'appelait The Warriors of the Magic Mountain. Et un jour, mon frère me dit, tu ne sais pas quoi, Eric a une copie de Zoo. Et moi, j'étais là, non, ce n'est pas possible. Et donc, je pense qu'on peut dire qu'il m'a emballé en me montrant la copie VHS d'un Laserdisc NTSC de Zoo. Ouais. Parce que ce garçon avait une copie de Zoo et que voilà, c'était irrésistible. Si tu veux. C'était un bon moyen d'emballer les filles à l'époque. Pas toutes. No. Game Watch. Multi-screen. Cigarette case? No. D'Asie venaient aussi des petits jeux qui faisaient retomber les adultes en enfance et provoquaient l'essor des échanges dans les cours de récré. Donkey Kong. Game Watch. Multi-screen. J'avais une montre
jeux électroniques. Ce qui était une tuerie à l'époque d'avoir la montre. Et je me souviens avoir prêté ma montre à des copains dans la cour de récré contre des Game & Watch et surtout contre le double écran Donkey Kong magnifique. Et dans notre classe, c'était le petit divorcé qu'on avait beaucoup. Il faisait beaucoup de routes. D'abord, il n'y avait qu'un divorcé dans la classe, parce qu'il y a ça paraît complètement bizarre maintenant, mais il y avait un môme divorcé dans la classe. Et il avait absolument tous les Game & Watch, quoi. Son père lui payait ça parce qu'il faisait des trajets en voiture, pas mal. Donc, bon, il revenait le lundi, boum, à nouveau, paf, celui-là c'est le double écran. Je te prête ma montre, tu me prêtes le truc. Quand mes parents ont divorcé, ils ont décidé de m'acheter une Nintendo. C'était comme une sorte de compensation. Je n'avais pas le droit d'y jouer pendant la semaine, mais 2 week-ends et demi par mois, j'allais chez mon père, et là, je pouvais jouer autant que je voulais. Pendant ces 5 jours, je jouais aux jeux vidéo aussi longtemps qu'il était humainement possible de le faire. Did you see the latest Nintendo newsletter? Whoa, nice graphics. I'd like to get my hands on that game. You mean you haven't played it yet? We can play it on my Nintendo Entertainment System. It's The Legend of Zelda, and it's really rad. Those creatures from Ganon are pretty bad. Octoroks, Tektites, Levers too. But with your help, our hero pulls through. Yeah, go Link, yeah, get Zelda. Awesome! Je me souviens du jour où j'ai eu ma première console. Je devais avoir 7 ans, quelque chose comme ça. Mon père me l'a apporté et je lui ai demandé « C'est quoi ce truc ?» J'en suis tombé raide dingue. Et depuis ce jour, je suis fan de jeux vidéo. En primaire, je jouais toute la journée à la console. C'était un peu notre petit défi geek à nous. Les geeks avaient enfin un moyen de casser la baraque. Les consoles attiraient tout le monde, et personne n'avait honte de dire qu'il tripotait sa manette à longueur de journée. Même les jocks y jouaient. Mais pour une fois, c'étaient les geeks les plus forts. Aux États-Unis, une équipe nationale de jeux vidéo avait même été créée. Le temps de la loose était bel et bien terminé. C'est lui, Bill Gates, qui allait faire entrer les geeks dans l'âge flamboyant de la réussite. Un alpha geek, comme les alpha mâles, les mâles dominants de la horde. À Harvard, il avait inventé un algorithme pour résoudre le problème mathématique dit du pancake. Au début des années 90, son emprise sur l'informatique était devenue totale. Il était soudain plus difficile de se moquer des geeks, tout simplement parce que l'homme le plus riche du monde en était un. 14 ans plus tard. Pour son départ de Microsoft, Bill avait fait une petite vidéo amateur tournée lors de son dernier jour au bureau, dans laquelle il ne manquait pas de rappeler ses racines geek. Never doubt the magic of software. That's right, listen to Chewbacca. All right, that's good. 1 in a row. When you keep this up, you're gonna get sexiest man alive next year, bro. Mais revenons aux années 90 et à leur glorieux progrès technologique. Les ordinateurs trônaient maintenant dans tous les salons et Internet les reliait entre eux, un vieux rêve de geek. Grâce au web, ceux-ci avaient enfin un espace pour créer des liens par-delà les frontières et prendre conscience de leur nombre. Mieux encore, l'Internet inoculait le virus technologique à la planète entière, et le monde commençait à regarder les geeks d'un autre œil. Je crois qu'il y a un lien direct entre l'amélioration de l'image des geeks et la présence de plus en plus forte de la technologie dans nos vies. Avec Internet, les geeks ont commencé à être vus comme des gens capables d'utiliser leurs compétences, leur pouvoir magique en quelque sorte, pour gagner beaucoup d'argent et fabriquer toutes ces choses. Les nouvelles technologies ne sont pas le point de départ de la culture ou de l'identité geek, mais elles ont donné aux geeks beaucoup plus de confiance. One ring to rule them all. One ring to find them. Et puis ce film est arrivé.
Une adaptation du Seigneur des Anneaux, enfin à la hauteur des espérances de tous les geeks. Next Christmas. The most extraordinary tale ever told. Ce retentissant succès faisait renaître chez certains geeks la flamme de leur passion, trop longtemps refoulée. J'avais joué à Donjons et Dragons pendant presque toute mon adolescence. Et à la fin du lycée, j'ai décidé que j'avais assez joué à ce jeu. Je voulais devenir un mec cool. Je voulais avoir une copine, aller dans des soirées. Mais quand Le Seigneur des Anneaux est sorti, en 2001, le premier de la trilogie, j'étais vraiment impatient de le voir. Et je me suis vu moi-même en train de rechuter. Je suis redevenu un grand fan. Et après la sortie du film, j'ai eu envie de relire les livres, encore une fois de plus. J'ai replongé à pieds joints dans tout cet univers. Évidemment, si l'adaptation filmée du Seigneur des Anneaux avait conquis tant de geeks, ce n'était pas un hasard. Le réalisateur Peter Jackson faisait lui-même partie de la branche néo-zélandaise de la famille. Peter Jackson, avant qu'on l'autorise à adapter Le Seigneur des Anneaux, avait fait un film appelé Les Feebles, une sorte de parodie trash du Muppet Show. C'est d'ailleurs incroyable qu'on l'ait laissé aux commandes d'une adaptation à si gros budget. Il s'en est très bien sorti, et la trilogie du Seigneur des Anneaux a rapporté énormément d'argent. Ça a en quelque sorte démontré que de très bonnes choses peuvent arriver si on écoute ce que les geeks ont à dire. Et ça ne concerne pas seulement Peter Jackson, parce qu'il a fait le film en sollicitant en permanence l'opinion des fans. Et cela a prouvé que si on communique vraiment avec les geeks, s'ils deviinent partie prenante de la fabrication d'un film, si leur opinion est prise en considération, alors cela peut donner des trucs vraiment excellents. 9 rings were made for use in the Lord of the Rings movies. 3 were given to members of the cast, the rest were destroyed. Except one. One was stolen. Gentlemen, this is the One Ring. Mine. We have to keep it and love it and polish it and only take it out occasionally when we go to the park and reenact our favorite scenes from the movies. It's sad how great that sounds. Because it's stolen. It should go back to Peter Jackson. He made the movies. It belongs to him. Fine. He can have it back. As long as he promises to make me a hobbit in his next movie. Big Bang Theory a été la première sitcom américaine dans laquelle les geeks étaient le centre de l'univers. Ils ont longtemps été des personnages secondaires dans les séries hollywoodiennes. Mais Big Bang Theory était la première sitcom sur un groupe de potes où tous les potes étaient des nerds. La première fois qu'on a vu Big Bang Theory, mes amis et moi, on a trouvé ça hilarant. Mais on s'est dit que le grand public n'allait pas capter cet humour très spécifique à l'univers geek. On pensait qu'il y comprendrait rien. Et finalement, cette série a eu un énorme succès. Et des gens normaux, mes tantes, mon père, mes autres amis, adorent Big Bang Theory. Au début, je ne comprenais pas pourquoi eux trouvaient ça drôle. Est-ce qu'ils comprenaient les blagues sur les elfes? Est-ce qu'ils comprenaient les blagues sur l'épée d'Azaroth? J'ai fait mon petit sondage et je leur ai demandé pourquoi ça les faisait rire. Ils m'ont répondu parce que les personnages sont marrants. En fait, j'ai compris que nous, les geeks, on rit avec les personnages, alors que les non-geeks rient contre eux. Previously on Beauty and the Geek. 9 beauties and 9 geeks meet for the first time. I have approximately 30 sweater vests. On the scale of 1 to 10, I consider myself a 20. I don't like girls because they lie so much. And a twist is revealed that will change the game forever. This time, it's not Beauty and the Geek, it's Beauty versus the Geek. À voir cette affligeante émission de télé-réalité, tout n'était pas encore complètement gagné pour les geeks. Les stéréotypes avaient la peau dure. Mais en matière de fantasme geek, comme pour le reste, la réalité était légèrement différente de la télé-réalité. Ce qu'un mec geek adore par-dessus tout, c'est une fille geek. Mais je crois que c'est une espèce plus rare.
Quand un geek rencontre une fille passionnée de jeux vidéo, c'est comme un rêve qui se réalise. C'est la chose qu'il préfère au monde. Je suis ingénieur en informatique. Je fais de la programmation, du débugage, de la maintenance, ce genre de choses. Je crois que quand les gens imaginent un geek, ils ne pensent pas forcément à ce qu'il fait, mais plutôt à son apparence. Les gens me disent souvent « tu n'as pas le look d'une informaticienne ». Ou si quelqu'un découvre que j'aime les comics, que je vais dans des conventions geeks ou quelque chose comme ça, il me dit « tu n'as vraiment pas l'air d'une geek ». Et pourtant, c'est ce que je suis. Évidemment, il vaut mieux pas se déguiser en Spider-Man dès le premier rendez-vous. Mieux vaut attendre le deuxième. Les geeks avaient longtemps eu besoin de se costumer pour oser entrer en communication avec les filles. Vers la fin des années 2000, Steve Jobs, autre alpha geek en son genre, a trouvé une solution moins encombrante. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Are you getting it? Avec les produits Apple, les mecs cool s'autoproclamaient soudain geeks. Qu'il était loin le temps où les jocks les martyrisaient. Maintenant, c'était même les nerds qui foutaient la trouille au gros dur. Skills, I'm a champion of D&D. MC Escher, that's my favorite MC. Keep your 40 out, just have an Earl Grey tea. My rings never spin, to the contrary. You'll find that they're quite stationary. All of my action figures are cherry. Stephen Hawking's in my library. My MySpace page all totally pimped out. Got people begging for my top 8 spaces. Yo, I know pi to 1,000. Les geeks étaient désormais à la mode et la mode s'inspirait des geeks. My segue, I know in my heart they think I'm white and nerdy. Think I'm just too white and nerdy. Think I'm just too white and nerdy. Can't you see I'm white and nerdy? Look at me, I'm white and nerdy. I like the roll. Le sens de l'histoire était bel et bien en train de s'inverser et celui des mots aussi. Aujourd'hui, la définition du mot geek a vraiment changé. C'est presque devenu un compliment. Geek ne désigne plus seulement une personne qui travaille dans le domaine scientifique ou informatique. On peut être un geek du vin, un geek du vélo, un geek du cinéma, ou même un geek de la moto. C'est devenu très chic d'être geek. Et même, en fait, c'est très cool d'avouer qu'on est hyper passionné par tel ou tel sujet. Il faut voir qu'il y a des faux geeks aussi. Il y a un petit peu le geek bobo qui s'est acheté les derniers gadgets Apple et qui essaye de faire croire que lui aussi, il est dans la mouvance. Mais franchement, je ne sais pas qui est-ce qui trompe, parce qu'en général, quelqu'un qui est vraiment membre de la culture geek, le point commun, c'est quand même que c'est des gens relativement futés, avec une certaine forme d'intelligence. Donc quelqu'un qui essaye juste de paraître geek sans l'être réellement, enfin qui essaye juste de faire semblant de « tiens, moi aussi, je m'intéresse à ça, je suis geek et tout », je pense qu'il ne va pas faire illusion très longtemps. On entend des trucs comme « J'ai bien aimé Star Trek, le film, il était vraiment excellent. Mais ça m'énerve que des gens disent qu'ils ont adoré, alors qu'ils n'ont pas grandi avec Star Trek, qu'ils n'ont pas souffert avec Star Trek, contrairement à nous. C'est pas des vrais geeks, c'est pas des vrais fans de Star Trek. » Et ils ajoutent « Pour être considéré comme un authentique fan de Star Trek, il faut avoir de la geek crédibilité. Il faut avoir grandi avec Trek. Il faut que les gens se soient moqués de vous parce que vous aimiez Star Trek. » Pour les geeks, c'était le moment de surfer sur la vague, quitte à basculer du côté obscur.
en transformant leur vieille boutique de comics un peu crasseuse en magasin pour bobos et autres trentenaires nostalgiques des années 80. Quand on a ouvert la deuxième version du magasin, on voulait mettre du papier peint vraiment cool sur les murs. J'ai donc conçu ce papier peint customisé, une sorte d'hommage à tous les personnages morts de la Guerre des Étoiles. Et on l'a mis dans la boutique. Et finalement, au bout de 2 ans, on a enfin obtenu l'autorisation de le vendre. On a eu la licence de Lucasfilm. Les circuits intégrés menaient le monde. Et tout le monde passait sa journée devant son écran, scotché à son smartphone, nouvelle extension de nos membres. Un jeune geek en jean et en basket incarnait la réussite, l'inventeur de Facebook, Mark Zuckerberg. 800 millions d'utilisateurs et quelques milliards sur son compte en banque. La culture geek se vendait mieux que jamais. Produit de consommation comme un autre. Pour les geeks, il fallait trouver de nouvelles manières de rester entre soi, de se retrouver en dehors de la lumière, dans la chaleur d'un bar où chacun pouvait faire étalage de sa culture geek. Okay, number 2. Willow ran on the CPS-1 hardware platform. At that platform's heart was the Motorola 68000 CPU. This CPU was at the heart of another platform of the 90s era. It ain't fair, but that's the break. I'll be a 20th century man if that's what it takes. 'Cause my horses are hard. Autre moyen de se reconnaître, les clins d'œil et les références que seuls les vrais geeks remarquaient, masqués à l'intérieur d'un jeu vidéo, d'un logiciel ou d'un film. Celle-là, elle est facile. On voit le bouclier de Captain America dans le dernier Iron Man. Je suis sûr que ma mère s'en foutrait complètement, elle le remarquerait même pas, mais moi je me suis dit, oh mon Dieu, le bouclier de Captain America, ouais. Genre, merci, trop bien. Très souvent, quand les geeks communiquent entre eux, ils utilisent une sorte de code secret bourré de références cachées. Ils mentionnent certaines séries télé, font des petites blagues ici ou là, citent une réplique de film ou un extrait de comic book. C'est leur façon à eux de se reconnaître et de se demander « Est-ce que t'es bien un geek, toi aussi ?» Face au grand déferlement majoritaire, certains geeks étaient tentés de faire de nouvelles distinctions. Alors que geek et nerd avaient longtemps été synonymes, donc alliés objectifs, on s'échinait maintenant à les différencier. Si le geek était devenu cool, le nerd ne le serait jamais. Ressurgissaient aussi de vieux stéréotypes, le dork et le dweeb, sortes de nerd empire. Circulaient sur Internet des schémas, des diagrammes et même une hiérarchie des passions geeks, comme si des maîtres autoproclamés avaient maintenant le pouvoir de définir la bonne façon d'être geek, le bon goût geek, et d'exclure ceux qui ne s'y conformaient pas. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de choses. Je pense qu'à l'origine, on traitait les gens de geeks juste parce qu'ils ne faisaient pas les choses comme il fallait. Ou parce qu'ils n'aimaient pas les mêmes choses que les autres. Ou parce qu'ils n'étaient pas dans la norme. C'est donc tellement ironique que les geeks eux-mêmes disent maintenant « Vous n'avez pas le droit d'aimer les mêmes choses que nous. Vous ne les pratiquez pas de la bonne façon. » Il y a quelque chose de très ironique dans le fait d'exclure les autres de son identité, qui est justement basée sur l'exclusion. Ces tentatives d'exclusion n'avaient de toute façon aucun sens. Dans les conventions, jadis réservées aux fans purs et durs, une foule de geeks soft, de geeks hardcore, de faux geeks et de vrais geeks venaient communier à la grand-messe de la culture geek.
désormais indissociable de la culture populaire dans son ensemble. La voie royale était tracée et le futur était promis à un brillant avenir. Fort, c'est geek. Mais ce n'est rien par rapport à la brochette d'enragés que Trax le magazine a rassemblée pour nous. Accrochez-vous, on dépasse les bornes dans un instant. Cycle Pedro Almodóvar.